beaucoup. Bienvenue à tous du coup. Sujet passionnant autour de l'IA dans le cyclisme. Moi, la lecture de ce sujet, la première chose qui m'est venue en tête, c'était de me dire quelle est la place finalement de l'IA et de la data à la fois pour le grand public et à la fois pour les pros dans le cyclisme, et quelle est la place finalement du ressenti, ou en tout cas des coureurs qui sont plus sur le sensoriel, sur le ressenti, et un peu moins axé data. Je pense à un Alaphilippe qui a pendant des années conclu ou en tout cas dit dans les médias qu'il était peu utilisateur de data, capteur de puissance, cardio ou autre. Et donc du coup, ça nous amène à cette réflexion qui va être, je pense, super intéressante. Séverine, on commence peut-être par toi. Ouais, on va te donner un micro du coup, juste derrière. Tu as été une des premières à introduire en tout cas la data dans ton entraînement. Tu as utilisé dans les premiers également le home trainer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça a induit ou en tout cas impacté ton entraînement et comment tu as vu le cyclisme évoluer au vu de ta carrière également dans les années qui ont suivi? Bonjour à toutes et tous. Effectivement, en 2000, j'étais en école de commerce et c'est vrai que concilier études et sport de haut niveau était compliqué. Et mon entraîneur de l'époque, Cyril Guimard, et mon encadrement était de l'équipe de France de football. J'ai été chercher le monde du foot qui était déjà très data. Et donc c'était complètement innovant. Et en fait, on a pris les premiers entraîneurs. On avait le système du CRM et l'objectif, c'était capteur de puissance, capteur cardiaque avec des parcours et qu'on filmait et que je projetais sur la télé et avec l'home trainer. Et ça, on envoyait après avec effectivement à l'entraîneur. Donc effectivement, c'était complètement nouveau. Donc en France, j'étais un petit peu E.T., mais ça m'a permis d'être diplômé, diplômé du MIT aux États-Unis, tout en étant sur Cage aussi, et d'être 4e mondial. Génial. Et par rapport à tes collègues du coup dans les autres équipes, c'était quoi un peu les réactions de... On avait les Américaines, les Anglo-Saxonnes étaient très pareil, CRM, premiers hommes traîneurs aussi à bosser, donc avec un temps très court, on était vraiment sur du qualitatif. Par contre, le modèle espagnol et italien, on était plus sur du volume. D'ailleurs, quand je suis passé pro en Italie, quand je suis arrivé avec mon home trainer, mes bas de contention, BV Sport, ma cryothérapie, là, c'était dans un autre monde. Et c'est vrai que ça a été compliqué parce que c'était pas du tout le système au départ. Donc l'évolution, personnellement, je suis une pro de la data. D'ailleurs, ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça m'a servi. Je suis une reine de l'upload pour travailler aujourd'hui, concilier mon business et m'investir dans le sport. Mais je crois que ça permet à beaucoup, notamment chez les femmes, de faire évoluer le niveau des femmes. Top, super intéressant. Si on vient vers toi peut-être, Romain, sur la partie e-cycling à la Fédé, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur l'utilisation de la donnée dans l'équipe de France de e-cycling? Nous, on utilise beaucoup Il faut savoir que le e-cycling est un sport très transparent. En fait, chaque athlète a un passeport, on va dire, physique. Il doit justifier et valider ses performances avec des poids, etc., qui sont tout bien justifiés. Du coup, en fait, il y a un intérêt pour nous, notamment en concurrentiel. On va analyser les profils de chaque sportif pour adapter nos stratégies en fonction de qui on va affronter. Et puis, il y a tout un côté aussi de data. Pour la préparation des courses, il y a des segments, il y a différents sprints à certains endroits, comme dans des courses réelles. Et en fait, on va déclencher nos sprints à l'entraînement plusieurs fois à certains endroits de la carte. On va repérer un lieu, un arbre, j'en sais rien. On va faire plusieurs sprints. On va regarder les résultats qu'on obtient. Il y a des petits boosts, des petits power-ups qui nous permettent d'améliorer ou pas notre vitesse. Et du coup, on va prendre en compte tout ça. On va faire énormément de répétitions avec nos athlètes. Et l'idée, c'est de, au tableau Excel, récupérer de la data et après faire des calculs pour optimiser notre tactique, nos stratégies et s'adapter en fonction des concurrents, quoi. Génial. Et je crois que toi, Samuel, ça s'imbrique un petit peu justement en lien avec ce que Romain nous disait. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement peut-être Vecta et comment vous aidez justement les coachs et les athlètes sur ces sujets d'IA ou de data? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Nous, en fait, chez Vecta, l'idée, c'est vraiment de permettre aux sportifs et aux coachs d'agréger, d'analyser, d'exploiter toutes les données qui sont collectées depuis déjà un moment, surtout dans le sport d'endurance, et finalement d'en faire quelque chose qui leur serve à prendre des décisions beaucoup plus éclairées dans leur pratique sportive, dans leur entraînement. Et pour donner un cas d'usage assez concret que je répète souvent, mais c'est un peu le nerf de la guerre, surtout dans le sport d'endurance. L'idée, c'est on vient aider les coachs à cartographier tout l'entraînement d'un sportif, notamment en lui donnant les outils pour analyser les séances d'entraînement. Et concrètement, ça veut dire quoi? C'est détecter dans une séance de fractionné, par exemple, où sont les intervalles d'intensité qui ont été réalisés
Et par rapport à ça, de trouver instantanément toutes les séances similaires, les comparer entre elles, calculer des métriques qui vont permettre de faire parler ces données et plus simplement de regarder des jolis graphiques avec des jolies couleurs, mais de faire quelque chose qui serve aux coachs et aux amateurs, à fortiori à plus long terme. Ok, donc à la fois amateur et à la fois professionnel. C'est ça, on a commencé par fournir ces outils-là à des équipes pro, notamment en cyclisme. Et l'idée, c'est de mettre cet outil entre les mains, dans un premier temps, ensuite, des coachs de cyclisme. Et par la suite, des amateurs directement. Et voilà, tout simplement, un amateur, aujourd'hui, il se dit, qu'est-ce que je dois faire pour m'entraîner sans me blesser, atteindre mes objectifs, rester motivé, etc. Mais avant toute chose, c'est d'abord, optimiser son entraînement, c'est réduire aussi son risque de blessure. Donc en fait, tout est lié, tout est corrélé. Et la première chose, c'est de s'entraîner correctement et de manière éclairée. Et pour nous, en tout cas, on croit que ça commence par comprendre son entraînement via les données. Merci Samuel. Et pour finir du coup ce rapide tour de table, Kevin, je crois que tu es à la fois amateur, mais tu as aussi la particularité de travailler dans une équipe pro. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette différence, selon toi, de l'utilisation de la donnée pour le grand public vs une équipe finalement pro sur le toit? Oui, alors forcément, une équipe pro a des besoins un peu différents que le monde amateur. Donc, comme on pourrait le penser, forcément, les équipes pro ont toujours été très data-driven. Donc, tout ça, ça vient de l'équipe pro. Il y a toujours eu des capteurs de puissance maintenant depuis des années. Maintenant, ça se démocratise. Donc nous, on va avoir des besoins un peu plus particuliers. Et c'est là que mon rôle intervient, notamment pour pouvoir comparer des coureurs. On va vouloir faire du profiling de coureurs pour ce qui est de la sélection des courses, mais même bien avant ça pour ce qui est du recrutement, pour la détection de talent. Il faut des outils précis, parce que là, on parle de... Souvent, c'est un des premiers sujets à aborder, le recrutement, parce que c'est assez facile de justifier auprès du senior management que voilà, il faut débloquer des budgets là-dedans, parce que forcément, on parle de décisions à plusieurs millions. Donc, il y a besoin d'objectiver ça. Ça vient aussi parfois des sponsors qui ont besoin de justification quand ils font part à la prise de décision à ce niveau-là. Donc voilà, l'idée, c'est de développer des outils d'aide à la décision pour tous les aspects de la performance. Donc, comme déjà cité, le recrutement, l'identification de talent, ça peut être la sélection pour les courses, le suivi de l'entraînement, la sélection du matériel, les stratégies de course, etc. Et tu vois une grosse différence sur les équipes du World Tour en termes de maturité ou en tout cas en termes d'utilisation de ces outils, de toi, de ton expérience, sans forcément... Ouais, c'est assez énorme les différences, parce que c'est vraiment le tout début de la data science dans le cyclisme. C'est vrai que moi j'ai commencé il y a 4 ans dans une équipe française, c'était un métier qui n'existait pas. Et c'est vrai que maintenant on doit être 2-3 data scientists au niveau World Tour. Donc c'est encore très limité. Je pense qu'à peu près toutes les équipes maintenant ont au moins un data analyst. Mais souvent, en fait, les équipes cyclistes, c'est quand même un sport très traditionnel, donc ils ont tendance à recruter au sein du milieu sportif, donc d'anciens coachs qui vont transitionner vers un rôle de data analyst et qui n'ont pas forcément du coup les compétences techniques pour développer des outils. C'est vrai qu'on a un sport un peu différent du football, par exemple, où on n'a pas forcément des data providers, on a des Vecta, des Nolio, des Training Peaks, mais on n'a pas forcément des outils dédiés aux professionnels. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui va énormément évoluer dans les prochaines années, où les équipes vont comprendre qu'ils ont besoin aussi de recruter des profils plus techniques pour développer des outils en interne et avoir un avantage compétitif sur les autres équipes. Top, merci Kevin. Et c'est intéressant ce que tu dis sur justement cet outillage, parce que côté amateur, on voit aussi quand même beaucoup d'outils, ou en tout cas beaucoup de plateformes communautaires, des Strava ou autres aussi, qui ont bien émergé ou qui se sont bien imposés dans l'écosystème. Donc il y a quand même, pour les amateurs, cette démocratisation de la donnée. Peut-être Romain, quelle est ta vision là-dessus, cette démocratisation de la donnée, toi, sur la partie e-cycling? Nous, on le voit beaucoup avec Hexagon, notre équipe e-cycling. En gros, on a énormément de débutants, de jeunes, enfin de tout niveau. Et en fait, c'est la data, les outils comme Nolio, Vecta, etc. nous permettent de mieux comprendre son entraînement. Du coup, le niveau des amateurs augmente.
les amateurs comprennent de plus en plus leur entraînement, donc il y a moins de blessures, le niveau de performance qui évolue, etc., etc. Et en fait, on sent que chez les amateurs, c'est de plus en plus, ça se professionnalise de plus en plus tôt. Et je pense qu'il y a un impact, en gros, c'est plus simple pour eux, les amateurs, de comprendre leur entraînement et d'évoluer peut-être à long terme chez les pros ou de se faire détecter grâce à leur profil de data, etc., etc. C'est un peu ça que je vois. Je vois que en tout cas, je vois que chez les amateurs, le niveau évolue, notamment grâce à toutes les données qu'on récolte, quoi. Top, 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 top. Pour revenir peut-être sur toi, Séverine. Ouais, on va passer un micro. Quelle vision tu as en tant qu'ex-coureuse, mais maintenant je sais que tu as créé un cabinet de conseil aussi également, tu accompagnes plusieurs types d'acteurs, tu nous en parlais juste avant. Quelle vision tu as justement sur l'impact de la donnée ou en tout cas le futur du cyclisme avec la donnée aujourd'hui ? C'est ce qu'on évoquait tous. Dans le cyclisme, on est sur un environnement, notamment en France, assez traditionnel. Et moi, en 2000, j'ai fait un choix de me tourner. J'avais un entraîneur qui est assez connu, qui s'appelle Cyril Guimard, donc où j'ai été rechercher ce côté innovant, où je lui ai imposé le monde du football. Je voulais vraiment aller, parce que j'avais pas beaucoup de temps pour m'entraîner. Tu peux pas être comme ça, être en école de commerce et faire 40 heures. Donc, c'était nouveau. J'ai bousculé des codes. Voilà, aujourd'hui, ce que je constate, et effectivement, en ayant créé un projet de cyclisme avec le Racing Club de France et des perspectives de créer une équipe de vélo connecté. Voilà, ça c'est le scoop du jour, mais ça fait partie des projets dans les tuyaux. Pourquoi je vais commencer par ça ? Car comme évoquaient les garçons, on est en capacité aujourd'hui maintenant en France. Les mentalités, je pense, sont prêtes pour travailler avec les outils. Parce que, à l'image de ce qui a été fait par Benjamin, qui est ici présent, avec AG2R Decathlon, ça en est la démonstration, en fait. On est aujourd'hui en train de changer, d'évoluer. Le groupe Groupama Française des Jeux a aussi décidé de faire évoluer son système et son système d'entraînement. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'équipes françaises qui vont évoluer, qui vont devoir évoluer, un peu comme évoquait Kevin tout à l'heure. Et j'en profite parce qu'on a un panel aussi quasiment masculin. Quelle place tu vois justement chez les ex-coureurs ou ex-sportifs dans le milieu, justement sur cette partie-là? Quelle place tu as, ou en tout cas ce que tu ressens toi en tant que femme? En fait, ce qui est assez chouette pour moi sur ma génération, où on était la génération des années 70-80, donc née entre 70 et 80, la majeure partie de mes ex-coéquipières, notamment à l'étranger, sont les managers des équipes professionnelles féminines actuelles. Donc, je pense qu'on était dans ces premières générations à travailler avec le CRM, le Polar, le TAX, etc. Et on est complètement ouverte. Et je pense qu'on a, en termes de temps, on a fait partie des premières filles qui montaient le Galibier ou le Tourmalet à la fréquence de pédalage et le rapport poids-puissance. Enfin, moi, je sais que c'était comme ça que je travaillais. Et je pense que l'avenir va passer par ça, ce côté intergénérationnel au niveau de des filles qui, en termes de temps, on a encore, pour un certain nombre, les mêmes temps qu'une Voloring ou des Pauline Ferrand-Prévot, mais parce qu'on travaillait comme ça. Ok, top. Peut-être Samuel, du coup, même question. Je pense que Vecta, vous avez une durée de vie où je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes créé, depuis quelques années, non? C'est assez récent. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Et donc, même question sur, peut-être que tu as une vision justement différente au vu de votre création et de votre milieu, mais même question du coup sur le futur du cyclisme. Comment tu le vois, toi, avec la donnée, vu que vous êtes au cœur? En fait, c'est vraiment de considérer les données des sportifs pros, mais pas seulement, amateurs aussi, comme un actif en fait, à valoriser et à se servir du 100% du potentiel que ça peut nous apporter. Ce qui aujourd'hui, déjà le fait de les collecter, c'était un premier step. Et maintenant, on arrive au moment où de les collecter, ça ne suffit pas, de les analyser, ça ne suffit pas. C'est de tout simplement avoir les bons outils pour comprendre, je me répète un peu, mais voilà, de comprendre ce que ça implique, de s'entraîner de telle ou telle manière, de aussi faire évoluer l'analyse de ces données en parallèle de la sport science, puisque Vecta sans une dimension sport science et être à jour sur la littérature scientifique de ce qui se fait dans le sport d'endurance notamment, et Kevin pourra aussi en parler, c'est en fait faire avancer à la fois la data science avec la sport science pour avoir quelque chose qui est cohérent avec les enjeux des sportifs, mais aussi les avancées technologiques qui sont permises par l'intelligence artificielle aujourd'hui.
Donc c'est pas uniquement ce qui fait du bruit avec l'IA générative, c'est aussi des modèles parfois peut-être simples qui existent depuis avant qu'on entend parler de l'IA en ce moment, mais voilà, c'est mettre à profit toutes ces technologies-là de manière efficace et intelligente dans un objectif précis qui est s'entraîner mieux. Entièrement d'accord. Tu es d'accord, Kevin, toi, je crois que Samuel te lançait une perche, mais tu as un peu lancé le chat GPT des papiers scientifiques dans le sport. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat-là, j'imagine? Oui, alors, j'avais pas prévu de me faire de la pub aujourd'hui, merci, merci Samuel pour la perche. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des domaines qui marchent très bien. Moi, j'ai pas forcément... j'ai fait depuis déjà plus de 2 ans, on va dire, où j'ai pu rentrer dans des cas d'usage un peu plus prédictifs, des modèles prédictifs du machine learning chez Ineos. C'est vrai qu'avec la nouvelle vague de l'IA générative où il y a des use cases qui étaient un peu plus généraux, où j'ai choisi d'aller là-dedans sur un projet un peu plus dissocié de celui que j'ai avec Ineos, qui est une sorte de chat GPT du sport, et qui est globalement une solution qui est un chatbot. Vous posez une question liée à la sport science, quel est l'impact de l'altitude sur la performance dans le cyclisme, et au lieu de répondre à la manière d'un chat GPT et de potentiellement halluciner, de ne citer aucune source. Là, en fait, il est connecté en direct avec une base de données de papiers scientifiques. Il va répondre que en se basant sur des papiers scientifiques et il va les citer. Et ça, c'est un des cas d'usage qui marche très bien en général en IA générative. Et voilà, je pense qu'il y a déjà pas mal de sport scientists qui ont testé et c'est un truc que je vais essayer de pousser. Et je vois aussi, je retends la perche vers Samuel, je vois aussi des cas d'usage très, très intéressants chez Vecta qui commencent à utiliser de l'IA générative. Et il y a beaucoup à faire, je pense, dans le domaine encore. On sous-utilise cette technologie, on ne sait pas encore toutes les possibilités qu'il y a à faire via l'IA générative. Mais je pense que voilà, ça va créer un gros boom. Peut-être aussi dans tout ce qui est reporting. Moi, je vois que j'ai une grosse partie de mon boulot qui était de faire du reporting au coach ou au senior management sur des profils de coureurs. Peut-être qu'une partie pourrait être automatisée. Pour qu'au lieu de faire une centaine de profils de coureurs qu'on va regarder par année, s'il y a une partie qui est faite via l'IA générative et qui va me permettre en fait d'automatiser une partie de mon reporting, potentiellement, c'est quelque chose qui va permettre en fait aux managers d'être bien plus performants. Donc ton feedback est plus sur une utilisation en tout cas de cette technologie ou de l'IA générative, mais encadrée du coup, avec cette partie sourcing par exemple qui est très importante pour la partie scientifique et de certifier en tout cas les travaux que vous effectuez, quoi. Ouais, c'est ça. Après, il y a tellement à faire dans le vélo avant ça. Je veux dire, il y a très peu d'équipes qui ont une plateforme de données actuellement, donc ne serait-ce que des dashboards BI, c'est quelque chose déjà assez exceptionnel dans le monde du vélo. Donc je pense que tout le monde du vélo va devoir embrasser cette technologie si certaines équipes ne veulent pas rester derrière. Et oui, c'est quelque chose que chaque équipe va devoir vraiment considérer pour performer dans les prochaines années. Et justement, au vu de toute cette actualité, l'IA générative, l'utilisation de la data, je pense qu'on en a parlé tout l'après-midi, comment c'est perçu en interne, si tu nous disais qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de maturité sur ces sujets, mais en tout cas, comment sont perçus les changements que tu essayes d'imposer ou en tout cas de pousser, toi en interne, comment c'est perçu? Est-ce que tu as l'impression d'être écouté sur ces sujets ou est-ce que voilà, tu as du mal à implanter ce genre de sujet au vu de la maturité ou en tout cas du monde du cyclisme en lui-même? Honnêtement, ça va. J'ai la chance d'être dans une équipe britannique. Je ne veux pas bâcher, il y a sûrement des représentants d'équipes françaises énormément ici. Mais c'est vrai que j'ai vu une mentalité qui était toujours très ouverte à propos de ça. On n'est vraiment pas dans la confrontation si je fais un outil pour les directeurs sportifs, ils ne sont pas là à me dire tu es en train de nous remplacer. Ils sont assez ouverts et au contraire à pousser, à proposer des idées. C'est plus forcément, on a toujours des personnes qui ne sont pas encore sensibilisées, pas éduquées sur ce domaine-là et qui peuvent avoir du mal à utiliser les outils ou à redonner du feedback. Mais je pense que ça va venir dans toutes les équipes françaises aussi. C'est déjà le cas dans pas mal d'équipes avec lesquelles j'ai pu interagir.
Mais voilà, c'est de l'éducation, c'est avoir aussi du staff qui vient pas forcément que c'est pas forcément que des anciens cyclistes professionnels, et intégrer aussi donc des data scientists, des spécialistes qui viennent potentiellement d'autres sports ou d'autres industries. Et je pense que ça peut apporter énormément au monde du vélo. Donc de l'IA encadré, mais aussi avec un peu d'évangélisation en interne, quoi. Impeccable, merci beaucoup. Et peut-être pour finir, Romain, je vois qu'on approche à la fin. Toi, ton regard... On nous a coupé. Non? Si. Oui, c'est reparti. Ton regard peut-être, toi, justement, sur cette partie e-cycling, sur justement l'avenir du cyclisme avec la donnée? Moi, je suis plus la partie, on va dire, à la fin. Enfin, c'est hyper satisfaisant pour nous en tant que directeur sportif d'avoir des outils comme Vecta ou comme d'autres tournés vers l'IA, en fait, parce que nous, on récolte énormément de données, mais on n'a pas spécialement les formations pour les traiter, ces données-là, et les comprendre. Et en fait, c'est ça qui est super avec ce que fait notamment avec Kevin, avec son chat GPT du sport. Ça permet aux directeurs sportifs de pouvoir utiliser toutes les datas qu'on récolte, et du coup, je pense que ça va nous permettre d'avoir un avantage dans l'avenir, et les directeurs sportifs, les managers sportifs qui vont rater ce virage-là risquent peut-être à être moins performants. Et du coup, moi, c'est pour ça que je pense que l'IA a un énorme avenir, et on a intérêt à tous s'en servir et l'utiliser comme il faut, et du coup avec des outils qui vont nous aider à le faire, quoi. Magnifique. Sur ces belles paroles, je pense qu'on a fait le tour et il nous reste 30 secondes, donc je pense qu'on est pile en temps. Merci beaucoup.